2100, peut-être 2130. Parce que vous savez peut-être que le centre Pompidou, c'est un petit peu comme la Tour Eiffel, nous ne sommes toujours pas monument historique. Voilà. Voilà, l'histoire de la culture, voilà. Et donc, malheureusement, Richard Rogers, un des trois architectes, parce qu'en fait, on parle toujours de Renzo Piano Richard Rogers, mais on oublie toujours Franchini, le troisième, voilà, qui était italien. Et donc, Richard nous a quittés récemment. C'est pour ça que j'ai été très content quand je suis rentré, que je vous ai vu sur la terrasse. Nous avons dédié à la mémoire de Richard la terrasse qui avait appelé cette maison A Place for All People. Voilà. Et donc c'est peut-être finalement une bonne définition du patrimoine que nous célébrons ce matin, cher Président. Voilà, alors je vais être bref, hein, j'avais prévu un discours de 2 heures, mais Lézard m'a dit qu'il en avait un de 2h50, donc il va falloir un petit peu, et puis on aimerait vous entendre, évidemment avec plaisir. Bon, tout d'abord, évidemment, un immense merci d'avoir choisi le centre Pompidou pour échanger, et un deuxième merci pour le soleil. J'avoue que ça faisait quand même 6 mois qu'on l'attendait à Paris, et le fait que vous arriviez, là, j'avoue qu'on n'y croyait plus, ça y est, c'est bon. Le président, cher président, vous m'avez dit au détour d'une phrase qu'il y avait un petit drame ferroviaire, gentillet, mais quand même... on le sait, on ne va pas faire. Alors, à Paris, on est spécialisé dans certains bashing en ce moment, donc on ne citera pas, mais on peut faire un peu de SNCF bashing, ça ne mange pas de pain, ça chauffe toujours en début de journée. Voilà, avec la SNCF, tout est possible. Voilà, donc bravo à celles et ceux qui ont réussi à braver les événements. Et, cher Luc, ce que je propose tout de suite, il ne faut pas rester sur un échec. Contrairement à ce qu'on pense, nous ne sommes pas fermés. Nous sommes encore ouverts jusqu'en septembre 25. Donc si jamais vous ne passez pas une trop mauvaise journée, ce que je vous propose immédiatement, je vais me faire étrier par toutes mes équipes parce qu'on commence à déménager les cartes là, mais vous revenez en groupe. Voilà, vous choisissez votre exposition et comme ça, si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé, vous nous dites, on essaiera d'améliorer pour qu'au moins les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre. Notamment, à la rentrée, nous avons une très belle exposition sur le surréalisme. Aujourd'hui, ce que nous vous proposons, après les échanges nourris et fructueux, j'assurement pas, c'est extrêmement prétentieux de notre part, mais vous ne la reverrez jamais. C'est l'exposition Brancusi. Pourquoi vous ne la reverrez jamais? C'est que la dernière exposition sur Brancusi datait de 95, donc il y a à peu près 30 ans, et celle que vous allez découvrir pour les 5-6 000 visiteurs qui nous font l'amitié de venir chaque jour, bon, franchement, on ne la reverra pas de notre vivant. Elle est en partie due au fait qu'on a pu vider l'atelier Brancusi et ajouter une centaine de prêts. Donc on est vraiment très honorés que vous puissiez la voir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a vidé le centre pour que vous puissiez la voir dans de bonnes conditions. Voilà, donc ça devrait pouvoir aller. Et donc, si j'ai bien compris le concept de la matinée, ensuite, tous les Brancusi iront irriguer, et notamment vos magnifiques maisons diverses et variées. J'ai eu la chance... j'ai une connaissance extrêmement superficielle de votre merveilleux patrimoine, mais j'ai eu la chance notamment, grâce à Luc, au président, de découvrir quelques-unes de vos belles maisons que je connaissais dans le cadre d'autres fonctions. Et je voudrais conclure peut-être par cela, en n'étant pas trop long, cher Lazare, finalement je vais réduire à 5 minutes, vous voyez. C'est vous dire qu'on ferme, mais l'esprit du centre demeure. Et ce qu'on entend par là, c'est que ce bâtiment, évidemment, a marqué les esprits, j'espère qu'on continuera à les marquer à sa réouverture, mais je crois que ce qu'il a marqué aussi, c'est les esprits, pour dire un peu rapidement, on a l'habitude de concentrer cela dans un adjectif pluridisciplinaire. Le fait d'avoir dans une même maison un théâtre, un cinéma, un musée, un institut de musique, un restaurant, et ainsi de suite, ça paraît d'une banalité convenue aujourd'hui, mais en 77, c'était une révolution. Et notre défi, c'est vraiment dans les 3 années qui viennent de revenir à cet ADN. Entre-temps, on veut que l'esprit perdure, et donc justement, la collection nationale, je n'ai pas de définition simple, sinon de dire que c'est la vôtre. Voilà, c'est celles et ceux qui aiment l'art, et vous en êtes au premier chef, et donc on sera très heureux de pouvoir faire rayonner la collection. Vous le savez peut-être, nous sommes le plus grand prêteur du monde. Hein. Entre une bonne année, on prête 8 à 10 000 œuvres. Voilà, quand nos amis du Louvre du moment n'en prêtent même pas 1000. Voilà, donc on est heureux. Et on ne les prête pas qu'au Louvre à Abu Dhabi. Pour de l'argent, on les prête à toutes celles et ceux
qui ont envie de beaux projets. Voilà, et donc évidemment, on sera très heureux de pouvoir contribuer à ce magnifique rayonnement que vous mettez en œuvre au quotidien. Et si on peut modestement y apporter notre part, on sera enchanté. Voilà, j'ai été trop long, mais encore une fois, bienvenue chez vous. Et nous sommes très heureux que le soleil soit là. J'aurais pu faire peut-être un petit développement sur l'acier moulé, mais peut-être que je le réserve pour une prochaine fois. Mais sachez quand même que ces poutres, il y a un petit lien quand même avec le patrimoine minier de loin, mais ces poutres font 50 mètres de long et qu'à l'époque, quand on les a construites dans les années 70, il n'y avait qu'une seule entreprise. Et ça va évidemment brasser beaucoup de questionnements historiques, et là je vais me faire tuer, mais bon, c'était la grande crise de la sidérurgie française, et Jacques Chirac, à qui on doit ce bâtiment, puisqu'en fait c'est lui qui s'est battu contre Valéry Giscard d'Estaing, en tout bien tout honneur, hein, mais quand il était Premier ministre en 1974, puisque Valéry Giscard d'Estaing n'était pas un fan absolu de ce bâtiment, il voulait peut-être l'arrêter, et donc Jacques Chirac s'est battu, et a choisi Krupp, entreprise sidérurgique allemande, qui était la seule entreprise en Europe à pouvoir faire ces poutres d'un seul tenant de 50 mètres. Elles arrivaient porte de la Chapelle, on bloquait la circulation dans Paris de nuit et on les mettait une à une. Et c'est ce système porteur qui fait qu'aujourd'hui encore, tous ces plateaux de 7500 mètres carrés en fait, sont sans aucun élément structurant, puisque c'est un système un peu de pont, et c'est ce qui va nous permettre justement de renouveler le centre Pompidou par rapport à notre projet 2030. Voilà, j'avais promis d'être pas trop long, mais ça y est, je pars dans un délire architectural ou culturel. Je m'arrête, 1000 merci et bienvenue. La parole à Lazare Yountou, directeur du patrimoine mondial. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, j'ai pas son talent au Président. Alors, donc, j'ai préparé un petit mot qui va certainement vous rappeler des choses que vous savez déjà. Mais peut-être c'est l'occasion, parce que la semaine dernière, j'étais en Grèce, à Zagoré, avec le Premier ministre grec, pour célébrer une inscription au patrimoine mondial. Donc ça faisait pas, ça fait pas un an, ça fait juste quelques mois. Et là, je suis très heureux d'être là pour célébrer le 40e anniversaire. Donc moi j'adore célébrer les anniversaires du patrimoine mondial. Et je vais vous dire pourquoi, parce que c'est très important, mais j'adore aussi les célébrer parce que le patrimoine mondial, c'est le message de l'universel. Il nous appartient à tous. Donc, tant qu'on peut le célébrer, on se met ensemble et on le fait. Et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, ici, dans cette architecture incroyable qui traverse le temps, qui traverse les temps et qui va continuer à traverser les différents temps. Monsieur le Président, nous sommes très fiers d'être là, même si ce n'est pas patrimoine mondial, mais c'est le patrimoine du futur. Et donc c'est important d'en prendre soin. Comme depuis 40 ans, le bassin minier, on en prend soin comme un bien du patrimoine mondial. Et ça, c'est important de remercier vraiment au nom de la directrice générale Audrey Azoulay, que vous connaissez pour la plupart, et surtout de saluer vraiment l'excellent travail de conservation et de transmission qui est initié par le Centre historique minier depuis son ouverture en 1984, mais aussi qui a permis effectivement le rayonnement mondial de ce site important du Pas-de-Calais. Bon, vous vous rappelez effectivement que en 2012, donc en 2012, voilà, le Comité du patrimoine mondial reconnaît ce patrimoine, reconnaît sa valeur universelle exceptionnelle, donc on va dire comme ça, et on est toujours impressionné
de ce site, ces sites qui sont très grands, qui ont 120 km de paysages évolutifs comme ça, avec des sous-sols, avec des terrils, des carreaux de fosse, des chemins de fer, des corons. On parlait de la SNCF là-bas, de la SNCF, mais là c'est quand même très important avec cette histoire, les cités-jardins, etc. Et c'est aussi ce que nous essayons de distinguer, de protéger, parce que c'est les témoins uniques que l'on a aujourd'hui. Et là, par exemple, c'est les témoins de l'évolution de l'exploitation intensive de la houille ou même de l'urbanisme qui est associé, parce que c'était des aménagements quand même pensés à la fin du XVIIIe siècle et jusqu'à un peu plus tard. Donc c'était pas fait par hasard, c'était bien réfléchi, c'était bien pensé. Et donc, mais c'était aujourd'hui, quand on regarde ce site du patrimoine mondial, on voit aussi quand même que c'est aussi pas simplement un lieu effectivement où on va peut-être célébrer un peu toute cette évolution on va presque dire de l'évolution du travail, de l'industrie autour de la houille, mais on va aussi voir que aujourd'hui c'est un lieu quand même qui est important, non seulement qui est un lieu symbolique aujourd'hui dans l'histoire de la France et celle de l'humanité. On s'approche aujourd'hui vers le 6 juin, et on sait aussi que ce lieu a beaucoup de symboles pour beaucoup, parce que voilà, il y a la Grande Guerre nous rappelle toujours l'esprit de fraternité qu'il y a eu autour de la libération de la France. Donc, moi je voudrais aujourd'hui, ce matin, je suis là au nom d'Audrey Azoulay pour vraiment saluer toutes les actions qui ont été menées par la mission Bassin Minier. D'abord pour préparer ce dossier qui a abouti au patrimoine mondial, mais aussi parce qu'il y a, vous menez des initiatives incroyables et qui sont absolument importantes, et des initiatives qui ne sont pas simplement dans la médiation quotidienne tous les jours, mais qui sont aussi des initiatives qui permettent à tout le monde de découvrir le potentiel patrimonial de la région, mais aussi à travers les messages que les uns les autres vous essayez de passer, parce que je vais le dire comme ça de manière spontanée, mais c'est vrai que les actions que vous menez sont inspirantes de comment il faut être dynamique pour protéger le patrimoine mondial. Donc je voulais vous féliciter vraiment pour cela. Et on en parlait tout à l'heure, mais un des derniers souvenirs, enfin des plus récents souvenirs, moi j'ai, et c'est en avril dernier. C'est un très beau souvenir avec certains d'entre vous qui étaient là, et cette occasion de rencontrer cette nouvelle génération que j'appelle les caretakers en anglais, c'est-à-dire ceux qui vont protéger le patrimoine mondial, les gardiens de ce patrimoine mondial, qui sont venus à l'UNESCO et avec qui nous avons beaucoup échangé des lycées. Je sais qu'un des lycées vous dit quelque chose, Monsieur le Président. Donc, nous étions très contents de participer avec la mission Bassin Minier, la Commission nationale française, à ce moment d'échange et d'exercice de citoyenneté qui était important, parce que je pense que aussi c'est l'occasion de dire que le patrimoine mondial n'est pas simplement à des moments comme cela juste pour célébrer des catégories de patrimoine. Là, on a aussi des défis majeurs, et on en a des gros: le changement climatique, les guerres, on en a aux portes de l'Europe, on en a aussi encore un peu dans le Moyen-Orient et ailleurs. Et
et quand on profite, on a cette opportunité de célébrer le patrimoine comme ça, on doit toujours se rappeler, parce qu'il faut sensibiliser à tous ces défis, et même à celui du changement climatique aujourd'hui, parce que je pense que vous êtes aussi confrontés à ce grand défi, et le bassin minier, c'est un grand observatoire un peu de tous ces changements. Donc vraiment, on va continuer à travailler. Nous sommes très contents de cette collaboration exemplaire avec la mission bassin minier. Vraiment, une collaboration exemplaire dans tous les domaines, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la promotion, dans le domaine de la médiation, mais aussi dans le domaine de la conservation. Et c'était important d'être là aujourd'hui, ce matin, parce que nous approchons un autre moment fatidique qui va être celui du prochain comité du patrimoine mondial qui va se dérouler à New Delhi pendant les Jeux Olympiques, ce qui me vexe un peu, mais parce que je ne serai pas là, c'est pas normal en tant que Parisien d'être absent, mais ce sera un autre moment où les nations vont être ensemble pour inscrire de nouveaux sites sur la liste du patrimoine mondial. Je pense qu'il y a certainement un site français, je ne peux pas vous dire encore ce qui s'est passé, mais il faut demander au ministère de la Culture, mais il y a un site français, les îles Marquises, qui seront examinées, et je pense que nous devrions normalement pouvoir aussi attendre une bonne nouvelle, mais on ne sait jamais. Voilà. Et ce sera un bon moment. Aujourd'hui, il y a 1199 sites au patrimoine mondial. Et je ne vais pas vous dire le nombre de sites en France, mais c'est juste pour dire que c'est aussi un moment où nous tenons souvent aussi à rappeler ce symbole de communauté du patrimoine mondial. Et quand on parle de communauté du patrimoine mondial, on parle aussi de partage. On parle aussi de coopération pour aider aussi les autres qui n'ont peut-être pas les mêmes capacités pour protéger leurs sites, qui ont besoin d'avoir leurs capacités renforcées, qui ont besoin d'échanger avec vous, avec d'autres. Et c'est aussi l'occasion pour moi d'appeler à cette coopération, d'appeler à ces petits jumelages dont on parle de plus en plus. C'est-à-dire que le rêve demain, c'est quoi? C'est que, oui, le bassin minier aujourd'hui ait envie de créer une coopération avec un site du patrimoine mondial ailleurs dans le monde. Ça peut être en Afrique, ça peut être dans d'autres régions du monde, pour continuer à montrer à quel point cette idée du patrimoine mondial ne doit pas mourir. Elle doit continuer. Alors, merci à tous, et merci encore très sincèrement pour votre engagement et votre soutien au patrimoine mondial. Je vais laisser la parole à Catherine Merfram, du coup directrice de la mission bassin minier, qui effectivement a tant œuvré pour l'inscription, pour nous faire un petit bilan peut-être de là où on en est. Merci Catherine. Tout à fait. D'abord, je voudrais bien sûr excuser nos absents. D'ailleurs, c'est Cathy Poursopoli, sénatrice du Pas-de-Calais, présidente de la mission bassin minier, qui aurait dû faire ce petit discours. Et bien entendu, M. Sylvain Robert, donc président de la communauté d'information de Lens-Liévin, à la tête du 11-19, et M. Dagbert, qui est alité. On lui souhaite bon rétablissement. Pour la cité des électriciens. Par contre, tous les grands sites miniers sont représentés, bien sûr. Donc, cher Laurent Lebon, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur du Centre du patrimoine mondial, merci de nous avoir fait l'amitié d'être là et d'avoir permis l'organisation en fait, de ce qui est un point de départ. C'est un aboutissement, mais aussi un point de départ. Évidemment, c'est pour fêter l'anniversaire de notre grand musée, mais qui n'est pas qu'un musée. C'est comme le Louvre-Lens, qui a été inauguré en 2012, la même année, grande année, une de nos grandes années, donc de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial. Donc le centre historique minier est plus qu'un musée, c'est le pionnier, mais c'est le pionnier qui s'est renouvelé et qui va jouer un rôle moteur. La carte à l'écran vous montre combien ce territoire a besoin
ce vaste territoire, comme vous le disiez, monsieur le directeur, a besoin de portes d'entrée, hein, pour en fait décrypter, s'approprier, développer, hein, ce paysage culturel évolutif vivant. Et bon, et c'est un point de départ, mais déjà je voulais vous remercier d'être venus à une cinquantaine. Bon, que de visages connus, hein, parce que nous avons bien sûr toutes nos collectivités, structures fidèles, Association des communes minières, le département du Pas-de-Calais, et là nos élus, maire de Loire, M. Brunel est là, je vais en oublier plein, je vais me faire... c'est très très piégeant. La CNFU est là, l'ICOMOS national est là, le centre culturel de rencontre est là, et bien sûr le président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je ne sais pas si nous avons un sénateur ou une sénatrice qui devait arriver. Bonjour Madame Gacker. Eh ben oui. Ah ben alors là, écoutez. Écoutez, c'est venu, vous êtes venu dans mon champ de vision. Je venais d'excuser donc ma sénatrice Katia Poursopoli. C'est un immense plaisir que vous soyez là. Surtout, je venais d'excuser Julien Dagbert, qui est donc alité cette semaine pour la Cité des électriciens, qui est notre cinquième, le petit dernier, la petite dernière, de nos grands sites miniers. Donc, vous m'avez confié la responsabilité, plutôt à la présidente, de tracer un tout petit historique que je vais faire bref. Mais comme en plus, monsieur Elundou m'a facilité la tâche, c'est évidemment avec les structures de... Je salue aussi bien sûr le ministère de la Culture ici, et aussi le ministère de la Culture de la Transition écologique, parce que nous sommes un bien culturel, mais c'est un peu papa-maman. On a besoin aussi de ministère des Transitions écologiques pour avancer sur nos jantes dans ce vaste paysage. Donc vous le savez, 2012, on vous a montré le petit film, la carte. Donc c'est là, 353 éléments, porteurs de cette valeur universelle et exceptionnelle. Donc ce périmètre est inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Et donc, devant la communauté internationale, devant les générations présentes et futures, l'engagement est pris et fort pour finalement développer et préserver ce bien. Et donc, pour que ça fonctionne, c'est que la gestion doit reposer sur des sites forts, des acteurs motivés, engagés dans la gestion de celle-ci. Et évidemment, les grands sites miniers sont vraiment des points d'appui très forts pour entraîner tout ce territoire. Donc on a pris conscience assez tôt, dès 2012, qu'on devait fortifier cette dorsale de ces grands sites. Et donc on a même une étude qui nous a dit, voilà, il faut vous fortifier, il faut vous concerter pour travailler ensemble. Les sites ont besoin de travailler sur eux-mêmes, et c'était normal, sur leurs propres projets. Hein, il y a même un redéveloppement de projet qui se fait en ce moment. Mais c'était aussi d'aller un peu plus grand que soi, j'ai envie de dire, et de tendre la main, de coopérer. Alors le musée, le WARP le faisait déjà au travers de coopération, mais en tout cas c'était à fortifier. Et c'est pour ça qu'il y a une dynamique qui s'est enclenchée au travers d'un comité informel des directeurs de grands sites miniers, informel. Ça a mis un peu de temps, et puis avec la nouvelle génération de directeurs et de directrices, avec l'assentiment des élus, nous avons commencé à parler de coopération. Quand je dis point de départ, et même sous la houlette d'un grand centre, comment dire, comme le centre Beaubourg, c'est d'essayer aussi de voir peut-être des projets, hein, où l'art contemporain, évidemment, dans un paysage culturel évolutif vivant, a toute sa place. C'est ça qui est formidable avec cette catégorie, qui certes, on n'est pas là pour parler de catégoriser ce territoire, et quand même un catalogue de possibilités et de possibilités vraiment en matière de patrimoine naturel et bâti. Donc c'est un temps fort aujourd'hui pour la visibilité de notre réseau, puisque là, ça y est, du plan technique, eh bien, le plan politique est franchi. Et ça, c'est un énorme pas, parce que bien sûr, sans les élus, nous ne sommes rien. C'est-à-dire que là, la décision d'aller plus loin, de coopérer, de se parler entre Nord et Pas-de-Calais, entre collectivités, hein, M. Jean-Paul Fontaine est conseiller régional. Donc il y a vraiment un pas et un cap formidable. C'est un pas pour les sites, c'est aussi un pas aussi pour le portage de projets, de développement, de médiation et bien sûr de tourisme. Et je salue la directrice de l'Office de tourisme de Lens-les-Vins et d'Incarvin, qui est Sophie Willem, qui est parmi nous. C'est aussi un gage de cohérence territoriale renforcée, parce que en fait, chaque site va pouvoir questionner les projets de territoire en cours à 360. Comment je suis connecté, moi, site, hein, les modes doux, comment ça se passe,
On parle de slow-tourisme, comment je suis relié aux autres, etc. etc. C'est aussi un pas de cohérence interterritoriale, puisque ça va relier ensemble tous les sites. On a une véloroute du bassin minier, on a d'un côté la chaîne du parc, grand projet côté Pas-de-Calais, on a aussi Plaine et Vallée du côté nord, et ça c'est formidable pour faire venir habitants et visiteurs donc à nos sites et vers les territoires. Et là, on aura besoin bien sûr de l'œil bienveillant de l'État, avec l'engagement du renouveau du bassin minier, des départements, des intercos et de la région bien sûr pour le faire. Donc c'est un peu l'unité dans la diversité, il y a un adage qui nous décrit bien. Certes, vos statuts sont hétérogènes, il y a des problèmes de budget, parce que tout n'est pas rose non plus. Le redéveloppement de projets, d'identité singulière de chaque projet, c'est ça qui va amener les maillons de la chaîne, de cette belle chaîne. Nous avons lutté à l'époque pour ne pas qu'il y ait un deuxième musée parmi nos 5, parce qu'il y avait le WARD. Et refaire un deuxième musée, même si j'adore les musées, peut-être que dans l'économie des projets, il fallait aussi penser cela différemment, même si chacun a, bien sûr, un bout d'interprétation des collections, des murs, tout à fait des machines, totalement à montrer dans cette cohérence-là. Donc je pense que vous, élus qui êtes là, c'est vraiment un gage de porter plus haut et plus fort notre voix pour permettre d'aller plus loin. Donc c'est un peu bien sûr du lobbying commun, et de porter la voix donc pour obtenir aussi bien sûr des éléments pluriannuels d'investissement, parce que la conservation de ce patrimoine fragile, et Luc et Jean-Paul ouvriront quand même cette fenêtre, c'est quand même là pour le préserver, et bien sûr pour le développer et coopérer ensemble, on a quand même besoin d'être accompagnés, et ça c'est important. Le changement d'image est en route, est en marche, nous le sentons tous les jours. Certes, il y a beaucoup encore de gens sur le bord du chemin, et ça nous y pensons tout le temps. Et c'est à la fois, les sites sont un levier pour remplir cette promesse, à la fois bien sûr extérieure, mais surtout intérieure. Ça c'est vraiment interne aussi au bassin minier. Et parlons bien sûr aussi à côté de nos voisins belges, puisque les projets de coopération, ça démarre parfois à nos portes, avec les sites miniers, bien sûr patrimoine mondial de Wallonie et au-delà, bien sûr le Zollverein, bien sûr ce chapelet de sites, et bien sûr que nous sommes sur la carte du monde. Monsieur Elmoudou, et ça nous le vérifions tous les jours. Des demandes de délégation vraiment par dizaines, de voir comment on a fait. Et vraiment, je plaide vraiment pour qu'on puisse montrer nos exemples, documenter nos exemples. Ça fait des petits, il y a une ville qui décide d'être peut-être ville créative, UNESCO. Il y a d'autres projets sous le coude, et ça je pense que c'est vraiment un vecteur et un vivier. Donc je terminerai en disant que le réseau des grands sites miniers, vous en parliez Monsieur Elmoudou, c'est aussi vraiment pour les défis de demain. Notamment de la transition. Nous pensons vraiment que la question du patrimoine, de la culture, de l'héritage industriel sont au cœur des processus de transition. Parce que ça a à voir vraiment aussi avec le regard sur soi-même, de fierté, de se remettre debout pour répondre aussi aux défis de demain. Et c'est vraiment des lieux, les grands sites miniers, des lieux où on bascule dans la tête, grâce à l'architecture, grâce aux collections, grâce au cinéma, à l'image, à tout ce que vous faites, et bien sûr avec les efforts de médiation énormes, avec nos groupes de médiateurs, je devais le dire, mais je ne pensais pas le faire. Donc le spectacle vivant, le cinéma, enfin tout ça, c'est l'image et le numérique, sont vraiment ces vecteurs-là qui tissent un terreau d'une richesse absolument incroyable. Et ça, on est vraiment d'un enthousiasme à basculer les murs, et on est vraiment conscient, et très fortement, notre présidente le dit souvent, nous sommes les piliers, les leviers pour ce paysage qui continuera à évoluer, notre paysage culturel évolutif, vivant. Et la mission bassin minier que ma présidente préside, et pas que, dans les formidables, notre Cathy Aporsopoli, et tout le conseil d'administration, on est fiers de participer à l'éclosion de ce réseau, et on sera toujours à vos côtés. Merci beaucoup. Un petit clin d'œil, parce qu'on ne les connaît pas forcément bien, nos collègues du Bois du Casier qui nous font l'amitié d'être présents aussi et qui sont aussi un gage de développement à venir, de collaboration des deux côtés de la frontière, puisque les deux côtés sont au patrimoine mondial de l'UNESCO. Presque sans transition. Voilà. Jean-Paul Fontaine, président du conseil d'administration du Centre historique minier de Levallois. Il ne peut pas parler.
Merci, monsieur le directeur. Vous voyez, je suis obéissant. Hein. Mesdames, messieurs, bonjour et merci de votre présence. Alors, effectivement, je suis très honoré que nous soyons accueillis tous ici à Beaubourg dans ce magnifique écrin, et ça me faisait écho à ce qu'on vit dans le bassin minier, à nos populations. Je crois que si, quand elles sauront ce qu'on a fait, les échanges qu'on a eus ici aujourd'hui, elles se diront, mais on ne pensait pas qu'on avait le droit de venir à Beaubourg. Non, non, c'est ça, c'est ça. C'est la réalité de nos populations. Des personnes qui sont très humbles et pour lesquelles on travaille énormément à leur permettre d'accéder à la culture, à la diversité de la culture, alors que peut-être que d'autres le souhaitent beaucoup moins, et il faut qu'on lutte contre ça. Merci pour votre accueil, et je vous salue en vos grades et qualités. Je voudrais saluer ma collègue de Courcelles-lès-Lens, on l'a oublié, elle est là-bas. Voilà, ma mère de Courcelles-lès-Lens, Edith, bienvenue, et puis le métaphone en même temps, on va en parler. Hein. Saluer Alain, maire de Le Ward, Alain Brunel, et puis être très heureux aussi d'accueillir. Vous pensez que ça n'allait pas être possible, mais Amel, merci d'être là, madame la sénatrice, mais aussi ma complice, ma collègue au niveau de la région. Voilà, mesdames, messieurs, je vous salue également en vos grades et qualités. Je ne vais pas reprendre le protocole qui a été brillamment cité par Catherine. Et de vous remercier de cet intérêt, de cette affection que vous portez pour le patrimoine du bassin minier, patrimoine du Nord-Pas-de-Calais, mais on n'oublie pas également aussi nos amis d'Outrecriévrain, parce que c'est vrai qu'avec Interreg, eh bien, la mine, c'est aussi un sujet commun. Souhaitions évidemment remercier chaleureusement Laurent Lebon, président du Centre Pompidou, pour l'honneur qu'il nous fait de nous avoir accueillis aujourd'hui et de nous permettre de nous exprimer, ainsi et de nous accompagner dans notre démarche effectivement de sensibilisation et de projection dans l'avenir où je pense où le Centre Pompidou aura à l'évidence encore une aide précieuse à nous apporter. Les 40 ans d'ouverture au public du centre historique minier, aujourd'hui l'un des 5 grands sites du bassin minier UNESCO, comme il a été rappelé, nous semblait l'opportunité d'une démarche collective, de ces grands sites pour attirer l'attention de personnalités au plus haut niveau, et je remercie également le ministère de la Culture d'être présent, sur les contraintes, mais surtout sur les opportunités que représente notre patrimoine industriel et minier au regard des grands enjeux auxquels nous sommes confrontés. Lazare, vous en avez parlé, celui du réchauffement climatique, bien sûr, mais aussi de la rareté de nos moyens. Alors, ne fuyez pas si vous êtes financeur, on a bouclé les portes, laissez-nous finir notre propos. Voilà, on a peut-être des propositions à faire et des réflexions à vous soumettre. Nous sommes 12 ans après l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'ouverture du Louvre-Lens. Nous sommes arrivés à un moment charnière, ou à des moments charnières, voire cruciaux, pour la transformation de nos territoires. Cher Lazare, vous avez parlé tout à l'heure dans vos propos, vous avez employé le terme d'universel. Et l'universalité, c'est à la fois le patrimoine bâti, immatériel, mais aussi c'est aussi les habitants des territoires. Et je pense que dans nos propos, il ne faut pas oublier que nous allons certes parler du patrimoine, mais de l'effet levier que le patrimoine peut avoir sur nos populations et sur la résilience du bassin minier qui est en pleine mutation, notamment avec l'engagement pour le renouveau du bassin minier. L'UNESCO l'a bien compris, et notre patrimoine dans le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais est un patrimoine qui prend place dans un paysage donc vivant et évolutif, et il est le témoin d'une activité humaine qui a profondément modifié physiquement le territoire, la mentalité de ses habitants qui sont aujourd'hui encore viscéralement et émotionnellement attachés à l'histoire de la mine. Il est constitutif de leur identité, de notre identité, parce que je pense que bon nombre d'entre nous ont des liens très proches
avec le monde de la mine. Il s'agit d'une de ses grandes forces, même si évidemment cela nécessite beaucoup de moyens. Nos 5 grands sites représentent un grand territoire, puisque la cité des électriciens à l'ouest est à environ 100 km du site minier de Wallers-Saint-Rambert. Et notre volonté est de faire parler ce réseau que nous avons rassemblé aujourd'hui, parce que nous voulons affirmer et porter d'une même voix que nous voulons travailler ensemble, créer de nouvelles solidarités au sein de notre territoire, de nouvelles synergies, et que les élus se parlent, les services se parlent, et on doit renforcer ce dialogue que nous avons initié entre nous, parce que c'est ensemble qu'on est plus fort. Et je retiens aussi, mon cher Lazare, le fait que nous puissions aussi engager des partenariats entre d'autres sites miniers ailleurs dans le monde. Voilà. Alors je vais faire une intervention à 2 voix, puisque mon directeur m'a dit « sois pas trop long », donc je vais lui laisser la partie la plus longue, comme ça il va l'assumer. Mon cher Luc, c'est à toi. Le principe, tiens, prends le micro qui marche. Merci Jean-Paul. Donc comme il a été dit, nos grands sites animent un patrimoine reconnu avec des projets souvent ambitieux et particulièrement innovants, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Chacun aura l'occasion de prendre la parole, mais un projet comme la Cité des électriciens, qui fait vivre la question de l'habitat minier à travers un projet culturel et artistique qui mêle résidence d'artistes, gîte pour les visiteurs, au milieu des habitants, est assez révélateur de projets uniques, il faut bien le dire un peu fous, mais tellement généreux. La mission du centre historique minier, à la fois archives et musée de la mine de la région, dans une fosse classée au titre des monuments historiques, semble aujourd'hui aller de soi. Pourtant, dans les années 70, à une époque où il était encore peu question de patrimoine industriel, l'histoire aurait pu être tout autre. Sans la clairvoyance d'une poignée de décideurs ou hier des bassins du Nord et du Pas-de-Calais, la persévérance des équipes et quelques soutiens institutionnels. Le territoire ne voulait alors plus entendre parler de la mine, dont la fermeture était vécue comme une honte. Chacun dans notre domaine, nous creusons aujourd'hui notre propre sillon avec une marque de fabrique bassin minier. Une haute exigence artistique et culturelle, mais toujours conçue et mise en œuvre de manière abordable, décomplexée, conviviale, populaire et généreuse. Nous tâchons toujours d'être attentifs et de valoriser les femmes et les hommes de notre territoire, d'hier comme d'aujourd'hui, en leur donnant sans doute plus qu'ailleurs l'opportunité d'être partie prenante de nos actions. On ne fait pas culture et patrimoine dans le bassin minier comme partout ailleurs. Nos actions et nos résultats sont reconnus et le public est au rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement concernés par la question climatique qui a tant à voir avec le charbon et qui exposera une nouvelle fois les plus fragiles. Nous en avons la certitude. Nous avons la conviction de pouvoir participer à la dynamique qui fera de ce territoire un territoire démonstrateur pour un autre modèle, peut-être plus humain et plus solidaire, où la culture et le patrimoine seraient encore davantage en soutien et en écho d'autres politiques publiques au service de nos habitants. Pour autant, les défis qui se présentent à nous sont immenses, et certains sont spécifiques et caractéristiques au patrimoine minier. En effet, celui-ci n'a jamais été conçu pour durer au-delà de l'exploitation, et son chauffage, à l'époque, n'a jamais été un problème. Ce sont donc des passoires thermiques. Or, retrouver une inertie thermique est une nécessité financière, compte tenu des explosions du coût de l'énergie. Au centre historique minier, où les ressources propres représentent plus de la moitié de notre budget, nous avons connu une année 2023 qui est à la fois notre record historique de fréquentation, avec plus de 180 000 visiteurs, mais aussi un déficit d'exploitation de plus de 10%, essentiellement dû à ces questions d'inflation. Il s'agit donc d'une question de survie pour nos structures. Pour autant, et j'insiste, il s'agit aussi d'un enjeu de conservation des collections, puisque vous le savez, celle-ci ne peut être assurée et garantie qu'avec une stabilité de température et d'hygrométrie. Dès lors, le patrimoine mobilier minier est menacé, même dans le plus grand musée de la mine de France, qui est le mien. Voilà, et donc c'est notre enjeu collectif, parce qu'il n'y a pas que le Ward qui soit concerné par ce problème de dégradation due aux intempéries, c'est comment on va continuer à écrire l'histoire de notre territoire, un territoire où les habitants y sont profondément attachés. Et tout à l'heure, Laurent, vous avez parlé des poutrelles et de Krups. La petite histoire quand même sur le bassin minier, je suis valenciennois, et quand j'étais enfant, eh ben, j'ai connu la fermeture d'Usinor, qui a été le premier déclin économique du territoire. Je quitte le Valenciennois pour arriver dans le Douaisis, fermeture des houillères. Et derrière, et Alain pourra en témoigner, la difficulté, c'est que nous n'avons pas eu l'étayage
de l'État, et je ne porte pas de jugement de valeur, je ne suis pas en train de faire de la polémique, mais les houillères étaient un fonctionnement qui accompagnait énormément les familles. Et une fois qu'on a retiré cet accompagnement, eh bien, les familles se sont retrouvées seules, avec le sentiment d'être abandonnées. Et l'engagement pour le renouveau du bassin minier, celui que nous avons porté, notamment avec Amel et Valérie Létard, dans l'hémicycle de la région, était là pour aller au-delà de la rénovation des logements qui sont essentiels. Il y avait aussi le prisme de la culture, le prisme de la santé, le prisme de la formation. Aujourd'hui, effectivement, l'argent est rare et la priorité, évidemment, doit être donnée au logement. Doit être donnée au logement. Néanmoins, nos structures doivent recevoir une attention particulière parce qu'elles se dégradent, qu'on n'a pas de moyens de les conserver et que, effectivement, les règles qui s'imposent à nous, elles sont ce qu'elles sont et je ne les discute pas, mais à un moment, il faut qu'elles puissent évoluer, qu'on puisse avoir une certaine souplesse qui nous permette de compenser et de trouver des alternatives au fait qu'on mette 350 000 € de chauffage en plus pour chauffer un bâtiment qui n'est pas isolé. Et on ne peut pas raisonnablement, avec l'argent public, réabonder une somme pareille chaque année sans trouver une solution. Ça n'est pas responsable. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse. Les autres structures sont logées à la même enseigne. Donc on est à ce moment charnière où il faut qu'on arrive à préserver l'avenir pour continuer à inscrire notre histoire et en étant démonstrateur peut-être d'une mutation. Parce que le bassin minier a chauffé la France pendant 300 ans. Pendant 300 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut être démonstrateur de nouvelles pratiques sur nos sites. Et si je prends le prisme de l'EWARD, qui est aussi centre d'éducation à la culture scientifique, eh bien, peut-être d'être aussi démonstrateur. On va travailler avec l'ADEME sur le sujet, mais il y a des choses vraiment à jouer. La Voix du Nord titrait ce week-end « Le bassin minier, un patrimoine si cher aux habitants et au portefeuille des communes ». Bon, voilà, c'est la Voix du Nord. Évidemment, oui, les besoins sont considérables et nous avons conscience des moyens déjà exceptionnels qui ont été mis sur la table, je le disais, dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier, notamment dans la rénovation des cités minières. Mais comme je l'évoquais, il faut aussi qu'on pense aujourd'hui à nos structures culturelles. Et j'attire quand même vraiment l'attention des grands décideurs. Je ne veux pas présager de quoi que ce soit, mais voilà, dans quelques jours, on va avoir un indicateur politique qui va se rappeler à nous, qui risque de se rappeler à nous. Si on ne prend pas les choses en main, elles peuvent nous échapper. Elles peuvent nous échapper. Voilà, donc nous sommes tout à fait conscients, que ce soit les services, que ce soit les élus, de la rareté des crédits pour chacun des acteurs concernés, et il n'est absolument pas question de pointer du doigt en disant c'est à toi de payer, c'est à toi ou à toi. C'est pas ça l'idée, c'est pas ça l'idée. C'est la raison pour laquelle nous voulons tenir un discours de responsabilité, celui que nous avons toujours eu. Il est certain que si nous restons dans nos couloirs de nage ou de course, parce qu'on a fait les 40 ans avec Guy Drut il y a 3 jours, donc on va peut-être prendre la course, à périmètre constant, à se demander de payer les uns pour les autres, nous avons peu de chances d'y arriver. Il s'agit certainement aujourd'hui d'être innovants, et nous sommes prêts à penser différemment, à mettre nos moyens en commun. Nous l'avons dit, nous voulons créer de nouvelles solidarités entre nous, et nous voulons tendre la main aux autres parties prenantes, en premier lieu à l'État, à Paris ou en région, pour se concerter, pour organiser dans le temps la mise en adéquation des ressources et des besoins. Et je pense que c'est cette réflexion commune, ce tour de table que l'on va faire ensemble, où chacun pourra apporter son aide et peut-être débloquer quelques portes qui pourront permettre d'avoir des financements, et peut-être aussi d'écrire un projet commun pour l'ensemble du bassin minier, pour l'ensemble des 5 sites, pour l'ensemble des habitants du bassin minier. C'est la crédibilité, c'est l'innovation de ce projet que nous souhaitons ardemment écrire ensemble, qui nous permettra peut-être
d'aller chercher des fonds à l'Europe, parce que seul, on le sait, c'est compliqué, mais peut-être qu'ensemble, ça ne sera pas plus simple, mais on aura plus de poids et peut-être une meilleure écoute pour obtenir quelques subventions. Oui, l'idée n'a jamais été de conserver le patrimoine de manière strictement nostalgique. Nous voulons au contraire que celui-ci soit tourné vers l'avenir pour faire un vecteur de transformation du territoire. Nous voulons être à la hauteur des promesses de l'inscription du patrimoine mondial, en programmant plus collectivement et en mettant en avant l'art contemporain et la création d'aujourd'hui. Cela nous permettrait de renouveler et d'enrichir encore la vision et le sens de notre patrimoine. Nous voulons le faire à la patte Saint-Minier, avec cœur, avec et au bénéfice de nos habitants. Mais comme nous sommes ambitieux, nous voulons le faire avec les meilleurs, ce qui explique pourquoi nous sommes ici, dans cette prestigieuse institution, ce qui me permet encore à mon tour de remercier chaleureusement Laurent Lebon et ses équipes de nous avoir accueillis ici et de nous permettre de porter ce message. Voilà, un grand merci de votre attention. Je vais demander à mes petits collègues de venir un peu plus près là. Ouais, non, mais avec les présidents. Les présidents sont pas exclus. Alors, je vous demanderai de vous présenter, mais en fait l'idée c'est aussi que vous fassiez un peu connaissance avec chacun de nos sites, puisque bon, vous avez vu des cartes, vous avez vu quelques photos. On a effectivement, et on l'a dit, des particularités chacun, et on s'inscrit dans des domaines d'action culturelle qui sont différents. Donc on ne va pas réexcuser les absents, on va faire avec ceux qui sont là. On est vraiment très heureux de vous accueillir. Et comme on a à la fois la présidente et la directrice du 9-9 bis, on va leur donner la parole tout de suite pour qu'elles nous rappellent les grandes caractéristiques du 9-9 bis qui se trouve à Wany, je le rappelle. Merci Virginie. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, tout d'abord, bon anniversaire au centre historique. Monsieur le Président, il est déjà parti. Ah non, il est là. Je vais faire une bise à Amel. Je peux comprendre. 1000 excuses en tout cas pour samedi, mais voilà, tu connais nos agendas. Alors, merci de nous avoir associés à cette rencontre. C'est un honneur d'être accueilli ici, au Centre Pompidou, dont je salue le Président. Comment présenter le 9-9 bis? Un site magnifique, comme les 4 autres d'ailleurs, avec ses 2 puits, 9 et 9 bis, le dernier site à avoir fermé dans le bassin minier du nord de la France en décembre 1990. Tout un symbole, car c'est à Wany que la première veine de charbon avait été découverte dans le Pas-de-Calais. Un site remarquable, mais surtout complet, avec d'abord l'ensemble des bâtiments, douches, chaufferie, salle des machines, lampisterie, ancienne écurie et atelier. Du fait de sa fermeture tardive, un peu figée dans le temps, et en même temps, qui a fait son pas de côté, pour instruire, divertir, rassembler autour de notre histoire et de notre avenir, qui force aussi le respect, quand on imagine, en parcourant le site, la pénibilité du travail des mineurs et le don de soi. Personnellement, et je suis persuadée de ne pas être la seule, mon grand-père était mineur, ma grand-mère était lampiste, et je peux vous assurer qu'ils en étaient fiers. Ils nous ont transmis les valeurs de courage, de partage et de respect. Ces valeurs, on les retrouve effectivement juste en face, dans la cité du jardin. Prendre de la hauteur face à toute situation, eh bien, le terril 110 qui domine le site nous y aide. Le sport, les promenades, la découverte de la flore ont pris place aussi sur ce site. Au 9-9 bis, pour être complémentaire avec mes collègues, nous parlons essentiellement des machines. L'une d'elles fonctionne encore d'ailleurs, et ce que l'on appelle la mine du jour. Depuis 1994, le site est classé monument historique, grâce notamment à la passion, et oserais-je le dire, à l'entêtement d'une association. Je peux vous assurer que vous retrouvez face à des mineurs de 80 ans aujourd'hui, qu'ils veulent aller dans ce sens et que vous leur dites parfois c'est pas possible,
C'est pas évident, mais j'ai le dos large et Virginie m'y aide aussi, ainsi que toute l'équipe du 9-9 bis que je salue, excusez-moi, ils sont là avec moi. Donc voilà, oui, les anciens mineurs, comme je disais, qui chaque lundi viennent entretenir le site. Ils ont tous plus de 80 ans, pardon, et en 2002, la CAC rachète le site pour 1 € symbolique. Et imagine un projet de reconversion autour de la musique et du patrimoine. Et je pense que là, c'est toi qui vas travailler dorénavant. C'est mon tour. Bonjour à tous, je suis Virginie Labroche, je suis la directrice du 9-9 bis. Petit changement technique. Effectivement, l'agglomération Hénin-Carlat a eu là une très bonne idée de reconvertir ce grand site remarquable autour de la musique, des musiques actuelles plus particulièrement. Tout d'abord parce qu'on est une région de musique, beaucoup d'harmonie, de fanfares, des carillons aussi dans le nord de la France. Et voilà, c'était une reconversion tout à fait à propos, d'autant qu'il n'y avait pas non plus de grosses salles de concerts sur ce territoire. En tout cas, dans le Pas-de-Calais, on est l'une des plus grandes. Et donc, en 2013, sort de terre le métaphone. Vous parliez tout à l'heure, monsieur, de patrimoine du futur. Alors, typiquement, le métaphone est en train de s'inscrire dans le patrimoine pour le futur aussi. Un bâtiment contemporain et un bâtiment très particulier puisqu'il produit lui-même du son. Il a un instrumentarium, on peut composer dessus, il diffuse aussi du son vers le jardin. Enfin, c'est unique au monde, c'est vraiment quelque chose dont on est très fier. Et donc le projet du 9-9 bis, au-delà de tout volet patrimonial, on entretient ce patrimoine, on le transmet, on y fait très attention aussi. Le projet se tourne essentiellement autour des habitants, du public et de la musique. On a une trentaine de concerts au Métaphone dans notre salle de concert de 1000 places. On fait aussi des clubs, voilà, des soirées dans les chaufferies, on utilise un peu tous les espaces de ce grand et beau site pour proposer des activités culturelles, des spectacles. Et puis récemment, on a aussi fait entrer dans la salle des douches de l'art contemporain. C'est tout récent, on a ouvert notre première exposition Second Souffle le 20 avril. Et voilà, le projet continue de se déployer. On est vraiment dans une histoire passée, présente et à venir. On projette ce lieu, comme tous les autres d'ailleurs, dans le futur de ce territoire. Voilà pour les spécificités du 9-9 bis. Je ne dirais pas que c'est le plus beau, mais il est quand même très très bien. Olivier, je te donne la parole pour présenter la Cité des électriciens. Donc bonjour tout le monde, Olivier Thierry, directeur de la Cité des électriciens. Je vous prie d'excuser le président de l'établissement public de coopération culturelle, Julien Dagbert, qui est souffrant. Donc la Cité des électriciens, c'est le plus ancien coron du département du Pas-de-Calais, qui, à l'initiative de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane, a été réhabilité, réaménagé de main de maître par Philippe Prost, dont je salue la présence. Donc nous, ce qui nous distingue de nos petits copains du bassin minier, c'est qu'on est le seul site qui n'est pas un site d'extraction. Donc c'est, comme je le disais, le plus ancien coron, 45 anciens logements, avec un projet qui se distingue par sa dimension, on va dire, transsectorielle, c'est-à-dire que c'est à la fois un lieu d'habitat, un lieu d'hébergement touristique, un lieu d'hébergement pour les artistes et un lieu de monstration pour les différents publics qui viennent à la fois de la région Hauts-de-France, mais aussi de France entière, beaucoup de la région parisienne. Notre projet s'inscrit dans la perspective d'une labellisation en tant que centre culturel de rencontre, et je salue la présence d'Odile Pradem, autour d'une thématique, habiter la cité et le monde après le charbon, vaste programme. Voilà ce qui nous distingue. Alors on est tout petit en termes de superficie par rapport à nos collègues, mais je crois que profondément on partage vraiment les mêmes valeurs. Je suis très heureux de faire partie de ce réseau dont je constate que je suis quasiment le plus ancien en étant à la tête de la direction des cités des électriciens depuis 2 ans et demi. Merci Olivier. Je vais donner la parole à Marie-Francine
la directrice générale de la communauté d'agglomération Lens-Liévin pour nous parler du 11-19 à Los Angeles. Merci. D'abord, vous priez d'excuser l'absence du président qui fait partie des quelques élus qui sont restés coincés dans la TGV ce matin. Sinon, c'est lui, bien évidemment, qui aurait pris la parole pour vous présenter le 11-19. Le 11-19, c'est un site d'extraction, effectivement, puisque comme l'était le WARD et comme l'était le 9-9 bis, avec la particularité d'avoir deux chevalements d'époques différentes. Et qui, contrairement au choix qui a été fait par les autres agglomérations, n'est pas aujourd'hui un équipement culturel à proprement parler, mais c'est un lieu symbolique de la résilience économique du territoire, c'est-à-dire qu'il accueille une pépinière d'entreprise, il accueille des centres ressources autour de l'environnement, de la rénovation énergétique des bâtiments, mais également un lieu de répétition et de création artistique, puisque c'est le siège de notre scène nationale du bassin minier, Culture Commune. Donc c'est un lieu de création, de construction collective, que nous essayons de faire vivre, puisque c'est la communauté d'agglomération qui le porte en direct, et de le faire vivre notamment à travers tout le travail qui est mené par la communauté d'agglomération autour de la valorisation du patrimoine minier. Nous avons la chance sur ce territoire de l'agglomération Liévin de bénéficier de deux classements UNESCO, celui du bassin minier et celui des lieux de mémoire de la guerre de 14-18, et nous sommes depuis 15 ans labellisés pays d'art et d'histoire, donc avec un travail de fond de valorisation du patrimoine auprès des habitants. Et pour terminer, je voudrais juste expliquer pourquoi cet enjeu est extrêmement important pour nous, de l'appropriation du patrimoine par les habitants. C'est que nous sommes aujourd'hui sur une période charnière, puisque progressivement, la population qui a connu la mine en activité va devenir minoritaire sur notre territoire par le simple renouvellement des tranches d'âge. Et il est extrêmement important que cette identité, qui est très forte, je pense qu'on a tous des souvenirs présents. Pour la petite histoire, je trouve que ma maison d'enfance est à quelques centaines de mètres de la cité des électriciens. Donc on a tous des souvenirs très forts dans ce bassin minier, et il est important aussi que cette mémoire perdure et soit vivante. Voilà. Merci Marie-Christine. Jérôme Copin. Bonjour à toutes et à tous. Moi j'ai la chance d'être le directeur du site minier de Wallers-Saint-Rambert, la Porte du Hainaut, depuis maintenant mai 2023. Particularité du site, une réouverture en 2015 avec une polarité qui est dédiée à l'enseignement universitaire et au métier de l'audiovisuel et du cinéma. Et puis après, énormément d'activités qui sont en cours de développement aujourd'hui, autour du vélo, autour de l'animation, autour du spectacle vivant, un grand concert estival, du vidéomapping, beaucoup. On travaille beaucoup sur cette thématique, sur cette dynamique, puisqu'avec des grands bâtiments on a la chance d'avoir pas mal de murs pour projeter. Et puis après, surtout, je vais laisser la parole à notre président, dont je vous demande de le pardonner son absence, mais il nous a fait une acte de présence d'une autre manière. Voilà. Je vais lancer un peu plus tard. Tu lances plus tard, du coup? Ok. Bon, voilà, c'est les aléas du direct. Non, mes priorités à ceux qui sont là. Je vais redonner la parole avec un micro qui s'allume ou qui est allumé. Voilà. À Virginie, pour qu'elle nous rappelle quand même les problématiques qui sont liées plus particulièrement à ton site, et comment tu te projettes à l'intérieur du réseau. Alors, on ne va pas sortir des violons, mais quand même un peu. Côté, effectivement, patrimoine, on a déjà parlé de l'énergie tout à l'heure. Je vous donne un chiffre très concret, 60 000 € de facture de chauffage en 2019, 160 000 aujourd'hui. Voilà, ça mérite de poser les choses sur le côté passoire thermique de certains de nos sites. Ensuite, nous, l'enjeu, il est vraiment, on a le bâtiment des machines qui est en train qui va bientôt être sécurisé. Les travaux devraient démarrer en janvier. Et d'ici 2 ans, c'est un lieu qui sera visitable un peu comme un musée, mais très différemment. On pourrait prendre un billet et le visiter en autonomie. Néanmoins, ce bâtiment qui abrite donc des machines, des ventilateurs, des compresseurs, un convertisseur électrique,
effectivement, on a besoin de restaurer, d'entretenir ces machines. À ce stade, on en a parlé tout à l'heure, la présidente en a formidablement bien parlé, on a l'association Acoustoseki, ces anciens mineurs qui entretiennent le site. Effectivement, on a là des ventilateurs qui, vous voyez, le métal devient littéralement de la dentelle, tellement c'est rouillé, donc on est un peu démunis par rapport à cette dégradation rapide. Forcément, c'était un site de travail, il était entretenu régulièrement, et puis même s'il a fermé en 1990, c'est relativement récent, mais n'étant pas du tout isolé, on est vraiment dans une dégradation assez rapide. Donc on est dans des travaux de sécurisation, il faut aussi qu'on anticipe, qu'on planifie toute cette restauration et cet entretien et cette conservation, puisque on est là aussi, ça fait partie de nos missions que de conserver ce patrimoine monument historique. Donc voilà. Et puis sur la projection, d'abord c'est vrai qu'on est toutes et tous de jeunes directeurs voilà, ce comité des 5 grands sites, c'est un petit peu à la fois une bouffée d'oxygène et à la fois on sent qu'on a vraiment des enjeux communs, on est dans une vraie solidarité. Je parlais de la restauration des machines, ça se pose chez nous, ça se pose à Waller, ça se pose aussi un peu moins chez toi, mais voilà, ça se pose sur différents sites, à Los Angeles aussi. Donc on a besoin de ce partage-là. On a aussi, vous parliez tout à l'heure des habitants, on a la même attente, je pense, de nos habitants par rapport à nos sites, et elle est très très grande, et il faut qu'on soit à la hauteur de cette attente-là. Donc on a des projets à la fois culturels ensemble, et puis on a aussi le fait c'est un peu comme un lobby, on peut le dire, hein, on peut le dire aussi, en tout cas on avance groupé et on fait front par rapport à tous nos enjeux et de conservation et de projets culturels pour être entendus. Oui. Alors, même question, c'est ça je suis. Non, mais je pensais que tu allais me relancer du coup. La Cité des électriciens, donc effectivement, on est sur des enjeux un petit peu différents, mais néanmoins, je pense tout aussi importants, parce que, moi, le message que je voulais globalement faire passer, c'est que je pense qu'on est très fiers de porter cette reconnaissance donc, sur un territoire aussi grand que le Val-de-Loire, on va dire, puisqu'on compare souvent la noblesse du métier des mineurs au roi de France. Et tout l'enjeu, me semble-t-il, c'est à la fois dans la diversité de nos sites, à la fois de ce territoire qui est vraiment soumis aussi à des envies, enfin des courants un peu obscurantistes, il faut bien le dire. L'importance, je voulais souligner l'importance du travail sur l'estime de soi auprès de nos différents publics. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Voilà, je pense que c'est important de le dire. Et puis, c'est aussi cette fierté collective, cette reconnaissance collective. Là, c'est peut-être plus facile à porter. Mais voilà, derrière ce paysage culturel évolutif et vivant, moi, je l'envisage, en tout cas dans la façon de me projeter, comme un écosystème. On représente un petit peu les têtes de réseau d'un écosystème créatif, à la fois culturel et touristique, parce que c'est pareil, les vénérables maisons comme la tienne, Luc, les publics, les attentes des publics ont changé, et on est sur des demandes insatisfaites en matière d'expérience authentique, porteuse de sens, plus respectueuse de l'environnement. On parlait beaucoup d'empreinte carbone, on se retrouve aussi sur ces sujets-là. Donc voilà en gros les valeurs qui me semblent nous partageons, avec cette envie aussi de nous retrouver sur des temps forts, peut-être événementiels, là aussi pour donner une résonance et un impact plus fort à la dynamique de notre territoire. Quelques idées lancées. Juste sur la question énergétique, oui, c'est un sujet, notamment parce que chez nous, le 11-19 est un espace de travail, et que les structures qui occupent le site aujourd'hui sont contraintes dans leurs activités et dans les propositions qu'elles peuvent faire par la difficulté d'utiliser certains espaces en hiver.
Voilà. Je pense notamment à la halle des écomatériaux qui aujourd'hui n'est utilisable qu'à la même saison parce qu'en hiver il fait trop froid pour y faire les formations qui étaient prévues initialement sur ce site. Donc oui, c'est aussi un sujet, même si nous n'avons pas les mêmes caractéristiques de conservation de collection que peuvent avoir les autres sites. Oui, non, ça va être un peu de redondance quand même, mais effectivement, on a toutes et tous des problématiques effectivement énergétiques. Nous, on fait le choix très clairement de ne pas exploiter certains lieux en plein hiver, qui a un peu duré cette année. Et du coup, voilà, c'est un peu le jeu de faire des économies là-dessus. Et puis aussi, effectivement, juste un chiffre, nous, on a 3 chevalements, dont un double, ce qui est une spécificité de la région. On doit les retravailler. Un chiffre, c'est 5 millions d'euros pour la rénovation et la restauration, pour les 3 chevalements. Donc effectivement, ça fait partie des problématiques complexes. Merci à tous et à toutes. On va lancer le petit mot d'Aymeric Robin. Mais partez pas, on vous donnera le micro, hein, donc restez là, hein, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, je suis désolé de ne pas pouvoir être présent à vos côtés pour cette matinée, mais je tenais à être avec vous d'une autre façon pour porter un témoignage d'une expérience qui est la nôtre sur notre bassin minier à l'appui de la transformation d'un site totem pour nous, puisqu'il s'agit du site minier d'Arambert Porte du Hainaut, qui a connu de profondes transformations et qui est aussi porteur de beaucoup de projets. Ce site minier a une histoire, j'ai envie de dire, hors du commun. D'abord, c'est l'héritage d'une histoire industrielle partagée par des centaines d'habitants, par un bassin de vie, autour de la production du charbon. Et puis, à l'occasion de cette crise charbonnière, eh bien, la question du devenir de ce site était posée. Et alors qu'il aurait pu être détruit, mené à la ruine, eh bien, il y a eu une fée qui s'est posée dessus, et cette fée, c'est Claude Berry, qui a décidé d'en faire le siège du tournage de Germinal, avec Renaud et Depardieu, pour celles et ceux qui connaissent. Et à partir de là, c'est une nouvelle histoire qui a commencé à s'écrire pour ce site minier, puisque nous avons souhaité en faire, avec les acteurs du territoire, un site tourné vers l'image, vers le numérique. Et ainsi, nous avons pu combiner, si j'ose dire, à la fois cette partie historique, chargée d'émotions, de préserver cette cathédrale industrielle, autour de paysages façonnés par l'homme, puisque nous sommes au pied de la trouée d'Arambert, qu'il y a des terris qui sont emblématiques de notre bassin minier. Mais pas seulement, c'est également la possibilité de donner un prolongement, une traduction à cette histoire, et de pouvoir mélanger le passé, mais le tourner vers l'avenir. Cet avenir, c'est d'abord un pôle image qui s'inscrit dans une complémentarité régionale pour faire en sorte que nous puissions, ici, former les futurs réalisateurs, les grands du métier, du monde de l'audiovisuel et du cinéma, d'en faire un lieu de tournage, mais également de préserver cette mémoire collective et avec l'association des mineurs de cette fosse, de continuer à être passeurs de messages, passeurs d'histoire, et de faire en sorte qu'on n'oublie pas ce qu'a été la dure réalité de celles et ceux qui sont descendus au fond de la mine pour chauffer la France et l'Europe. Et ce savant mélange, aujourd'hui, trouve toute sa place dans une complémentarité, je le disais, autour de l'image, mais aussi dans une grande famille de sites totems à l'échelle du bassin minier. Et le site de Arambert Porte du Hainaut fait partie des 5 totems inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais comme je vous le disais, nous cherchons à préserver cette histoire collective, nous essayons de donner un destin nouveau et futur autour du pôle image, et puis ce site il est dans un environnement. Cet environnement, c'est le quartier d'Arambert qui est autour, mais c'est également cette forêt de Rennes-Saint-Amand-Wallers qui regorge de potentialités. Et l'enjeu pour nous, c'est d'être au rendez-vous des attentes qui s'expriment aujourd'hui et d'en faire un site ouvert, ouvert sur son environnement, ouvert sur son bassin de vie, et de trouver cette liaison entre site totem, héritage d'une histoire, une modernité
autour du pôle image et ouverture au grand public, faire en sorte que ce site puisse être accessible au plus grand nombre et de trouver ses ramifications avec cet environnement qui l'entoure pour que, au final, nous soyons également un site de destination touristique, d'éducation populaire et puis de savoir-faire. Alors bien sûr, tout ceci a nécessité beaucoup d'énergie et de moyens. De l'énergie d'abord parce que les acteurs du territoire et les élus ont souhaité préserver ce site. Et donc il a fallu travailler d'arrache-pied pour programmer ensemble ce que pouvait être demain ce site minier d'Arambert Porte du Hainaut. Mais aussi la contrainte architecturale, bâtimentaire, puisque à l'époque on ne se souciait pas des enjeux énergétiques et de la sobriété énergétique. Et donc ça a nécessité aussi beaucoup de moyens. Il a fallu aller chercher des fonds régionaux, des fonds européens, des fonds nationaux, pour que, eh bien, tous ensemble, on dégage les moyens budgétaires pour le faire. Je sais que c'est la question qui se pose pour tous les acteurs, quel que soit l'endroit où il y a du patrimoine comme ça à préserver, c'est comment on arrive à être au rendez-vous des enjeux actuels en matière de préservation du patrimoine, en matière de sobriété énergétique, et les moyens financiers pour pouvoir donner une nouvelle vie, un nouveau destin à l'ensemble de ce patrimoine, notamment industriel pour ce qui nous occupe. Donc c'est une vraie question et il faut continuer à se mobiliser pour pouvoir être entendu et de faire en sorte qu'il y ait des soutiens qui soient apportés à ces enjeux-là, parce que c'est l'histoire qu'on transmettra demain aux nouvelles générations, à ces générations qui arrivent, et on n'a pas le droit d'oublier, de se priver d'un pan de notre histoire collective. Et ce que nous avons réussi à faire ici avec ce site minier, je pense qu'on peut le décliner. On peut continuer et on doit continuer à faire ensemble. On n'est pas en concurrence d'un site par rapport à un autre. On a 5 sites de la mémoire sur le bassin minier et la mission bassin minier nous aide considérablement à mettre en valeur tous ces joyaux dont nous disposons. Et donc, je pense qu'on a la place pour tout le monde. Chacun peut apporter sa spécificité, chacun peut apporter sa complémentarité, son originalité, pour faire un continuum de sites qui demain seront, encore une fois, des éléments d'attractivité, des éléments de destination, et au bout du bout, qui donneront de la fierté à nos habitants. Parce qu'il y a aussi cette image qu'il faut réussir à inverser, de dire qu'on est sur un territoire qui bouge, sur un territoire qui évolue, qui innove, et duquel on ressort de la fierté, où nos habitants sont heureux de raconter cette histoire. Où finalement, c'est mettre en récit une aventure collective, c'est mettre en récit un passé commun, où chacun apporte sa pierre à l'édifice, et où chacun contribue selon ses moyens à faire en sorte que dans ce continuum de sites de la mémoire, eh bien, on ait toute notre place et qu'on puisse être ensemble porteurs d'un territoire résilient, porteurs d'un territoire d'avenir et qui fera que demain, on ne viendra pas sur notre territoire par hasard. On en a terminé pour nos prises de parole, mais on voulait vous laisser la possibilité de vous exprimer si vous le souhaitiez. Alors si personne ne dit, je vais prendre au pif. Madame la sénatrice, vous faites l'honneur de dire quelques mots. Ok, c'est bon. Plaisir. Je vais être rapide, je ne sais pas si ça va être intéressant d'échanger entre nous. Monsieur le Président, qui est peut-être encore parmi nous, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Je vais être très brève parce que beaucoup de choses ont été dites. Et en vous écoutant, il y a une citation qui m'est venue à l'esprit, c'est « Avec le passé qu'on construit l'avenir ». Ce n'est pas de moi malheureusement, c'est d'Anatole France. C'est avec le passé qu'on construit l'avenir. Et tout ce qui a été dit véritablement sur cette nécessité finalement de nous appuyer sur ce qui fait notre richesse, ce qui fait notre passé, ce qui fait... Eh bien, c'est ça qui va faire aussi véritablement notre avenir. Je voudrais vous saluer, et c'est ce que je disais un petit peu en aparté, cette initiative, l'union fait la force. Voilà.
ça résume encore une fois, je crois, le rendez-vous d'aujourd'hui. L'union fait la force, et il est vrai que les enjeux sont tellement enjeux historiques, vous l'avez dit, patrimoniaux, économiques, sociaux, sociétaux, politiques, parce que je pense qu'il y a une chose qui nous unit ici tous, ce sont les valeurs humanistes que nous partageons. Et je le dis clairement, ça a été dit à plusieurs reprises, mais je le dis également, et c'est la raison pour laquelle moi, il m'apparaissait important d'être ici parmi vous. Donc dire encore une fois, bravo à vous d'organiser ce genre de rendez-vous, dire aussi qu'en tant que sénatrice, en tant que conseil régional, en tant qu'habitante du Pas-de-Calais, du bassin minier plus largement, du nord, de notre région, je suis à vos côtés. J'évoquais tout à l'heure avec, d'ores et déjà, avec le président, quelques idées. Je pense que concrètement, maintenant, il faut, vous êtes déjà passé à l'acte, on peut aller bien plus loin. Pourquoi pas, j'ai entendu partir sur un projet commun. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas se vendre les uns et les autres avec nos problématiques. Il faut qu'on ait une démarche commune, parce que ce sera beaucoup plus puissant. Et moi-même, en tant que sénatrice, nous avons des moments importants. J'ai entendu cette problématique économique, financière. Alors oui, je pense que nous sommes tous conscients du contexte budgétaire dans lequel nous sommes, mais j'ai envie de dire qu'il y a des choses encore plus fortes. C'est une question de choix toujours, mais la question du patrimoine, encore une fois, la question de l'enjeu social, sociétal et cet enjeu collectif, il est assez fort pour qu'on puisse en tout cas se battre ensemble pour cela. Donc sachez compter sur moi pour le porter, je le dis, ici à Paris. Moi je suis aussi heureuse de vous voir ici à Paris. Pour certains, je vous rencontre sur notre territoire, et c'est une façon de dire que nous sommes là et que le chemin est tout tracé, en tout cas ensemble. Je n'irai pas plus loin, merci encore. Merci beaucoup, madame. Valérie Cuvillier, peut-être, la vice-présidente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je vais improviser, il n'y a pas de souci. Bonjour à tous, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci pour l'organisation de cette initiative. Effectivement, je trouve que c'est intéressant de pouvoir tous être présents aujourd'hui ici, de réunir les 5 grands sites du bassin minier. Donc, au niveau du département, évidemment, nous sommes particulièrement attentifs à ces sites, notamment ceux du département, donc en ce qui concerne la base du 11-19, la cité des électriciens, puis bien entendu le site de Wany, qui est en plus au niveau de la communauté d'agglomération Hénin-Carvin. Donc, nous soutenons bien entendu ces sites parce qu'ils sont importants. C'est l'histoire de c'est notre histoire, l'histoire des habitants du département, et c'est important de la préserver et puis effectivement de voir évoluer ces sites. Il y a un mot qui est revenu souvent, c'est l'avenir, bien entendu. Donc construire l'avenir, c'est important. Et là, je pense que le fait que vous puissiez travailler ensemble, avoir des initiatives ensemble, c'est important pour valoriser auprès de notre population. Donc on ne peut qu'encourager bien entendu cette démarche. Au niveau de la communauté d'agglomération Hénin-Carvin, nous sommes bien entendu davantage ciblés sur Wany et le site du 9-9 bis, que nous soutenons énormément dans le cadre de la politique de grands projets que je mène également au niveau de la communauté d'agglomération. Eh bien, nous avons beaucoup investi, et on n'a pas fini d'investir pour ce site, me semble-t-il. Je vois Madame la Présidente qui me fait non. Donc effectivement, entre les chevalements qui vont être terminés au niveau de la réhabilitation pour 2026, le parcours patrimonial, vous en avez parlé en Virginie, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, et puis cette salle des machines qui va être ouverte et qui va pouvoir être visitée. Donc le but, c'est vraiment de proposer aux gens qui viennent aussi dans notre département, à notre département du Pas-de-Calais qui a beaucoup subi aussi dernièrement, avec, alors pas le bassin minier, mais plus sur le littoral, mais c'est important de revaloriser notre département et puis d'attirer finalement les touristes. Ce sont des sites qui doivent être attractifs, et donc c'est important de pouvoir valoriser tout ce patrimoine et puis de proposer un parcours entre ces 5 sites qui sont dans notre belle région. Donc merci à vous, je pense qu'effectivement c'est important de pouvoir continuer à travailler ensemble. Voilà, merci beaucoup. Je vois que Laurent, il est encore là.
Bah, viens nous parler de Brancusi un peu là, parce qu'on va pouvoir y aller. Tu le feras mieux que moi, je pense. C'est une grosse pression de parler de Brancusi, non mais je crois que vous allez y aller librement. La bonne nouvelle, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est que vous serez seul. Alors Brancusi, je ne me ferai pas le héros d'un sculpteur qui n'a pas besoin de moi, mais néanmoins, puisque nous avons une échéance électorale dimanche, je voudrais vous rappeler cette anecdote qui, au fond de sa carrière. Voilà un artiste qui décide de quitter la Roumanie à pied au début du XXe siècle pour traverser l'Europe et venir s'installer dans notre pays pour créer. Tout message politique subliminal est à oublier. Néanmoins, lorsque j'ai rencontré les ayants droit il y a quelques mois, je voulais jouer aux prétentieux comme nous sommes, hein, sauf Luc qui est dans notre profession, voilà, et il m'a pris de dire Constantin Brancouche, puisqu'il paraît-il qu'en roumain on prononce à peu près Brancusi, Brancouche. Et les ayants droit m'ont dit monsieur, si vous voulez qu'on continue la discussion, ne prononcez plus jamais Brancusi, Brancouche. Je dis ah bon, qu'ai-je fait de mal? Pour une fois, vous ne prononcez pas Mozart, Léonard da Vinci, ainsi de suite. J'ai dit, vous pensez faire bien. Et en fait, Constantin Brancusi, dans les derniers moments de sa vie, avait insisté auprès de toutes les personnes qui venaient voir, ne m'appelez plus jamais Brancouche, parce que j'ai choisi, voilà, c'est le moment de m'arrêter, j'ai choisi la France, et je veux qu'on m'appelle Brancusi. Et il en a témoigné par un geste très fort, puisqu'il a légué à l'État l'ensemble du contenu de son atelier, qui se trouvait impasse Ronsin. J'utilise l'imparfait, puisque l'impasse Ronsin est une impasse qui a disparu. Elle a été absorbée dans l'enceinte de l'hôpital Necker, donc c'est pour le bien de la cause, puisque c'était pour agrandir cet hôpital essentiel dans notre pays. Mais on a rasé là un des plus beaux ensembles d'ateliers d'artistes. J'y vois d'ailleurs un petit lien avec notre actualité, puisqu'il y avait aussi là l'atelier de Jean Tinguely et de Niki de Saint-Phal, les auteurs de la Fontaine Stravinsky, qui se trouve juste en bas si vous faites un petit tour par la terrasse avant de monter à l'étage. Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal, pourquoi je vous en parle, c'est que nous allons les célébrer l'année prochaine. Je le disais tout à l'heure, nous n'allons pas fermer, nous allons faire des partenariats avec des collègues, et notamment au Grand Palais, qui ne va pas rouvrir que pour le taekwondo et l'escrime, mais qui va aussi ouvrir pour l'art dans quelques mois. Et la première exposition, je vous donne rendez-vous dans un mois quasiment, puisque nous rouvrirons le 5 juin 2025 avec une exposition Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely. Et ces ateliers de ces deux stars de l'art moderne étaient juste à côté de Brancusi, que vous allez découvrir. Donc, atelier légal État. Donc, nous avons la chance, vous, de posséder la collection. On parlait tout à l'heure d'Universel, sans doute d'un des plus grands sculpteurs du XXe siècle. Pour cela, pour reconstituer son atelier, on a créé un petit bâtiment qui se trouve juste à l'extérieur du centre Pompidou. Entrée libre, tous les après-midi, un bon jour, on fait 50 visiteurs. Quand l'entrée de ce bâtiment, on en fait 20 000. Bon, donc on s'est dit, c'est quand même dommage. Nous n'avons pas de Joconde, contrairement à nos collègues du Louvre, mais on a quand même cet ensemble exceptionnel. Et donc notre projet, notamment pour 2030, parmi d'autres, c'est de réintégrer, comme l'a souhaité Brancusi dans son testament, l'atelier dans cet étage, qui est l'étage du Musée national d'art moderne. Avant cela, donc, nous avons inventorié à nouveau l'ensemble de l'atelier, on a restauré. Et ce que vous allez voir, que je vous annonçais tout à l'heure, c'est l'association du contenu de cet atelier et d'une centaine de prêts venant du monde entier. Ce qui fait que vous allez avoir un parcours dans l'œuvre de Brancusi unique, avec, je ne veux pas vous spoiler, mais une scénographie qui j'espère vous plaira, avec notamment une salle tout à fait d'actualité qui s'appelle l'Envol. Vous verrez à peu près au milieu du parcours. Alors prenez votre temps, have fun, comme dirait l'autre. Vous allez voir, c'est aussi un artiste qui nous parle de sérénité, de calme. Son génie, je crois, est universel. Il n'y a pas besoin de moultes explications. Si vous en souhaitez néanmoins, sur tous les murs, il y a texte et cartels allongés.
On peut y passer 10 minutes, on peut y passer la journée. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez y passer un beau moment. Et en tout cas, pour nous, c'est un grand honneur et un plaisir de vous y accueillir. Alors, je ne sais pas, cher Luc, ce qui est prévu, vous faites après des agapes après, vous réunissez pour le dire donc, pour trouver le chemin, vous traversez pour le retour, vous prenez à droite, puis à main gauche, la chenille, niveau 6. Et la porte est ouverte pour l'exposition Brancusi. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très belle journée. Et donc, comme quelques-uns n'ont pas pu nous rejoindre, hein, je renouvelle mon invitation pour que, comme l'a dit Madame la Sénatrice, voilà, que cette initiative ne reste pas sans lendemain. Voilà, merci beaucoup. Encore un grand merci pour tout ça. Un grand merci vraiment à tous de votre présence. C'était important pour nous. Et vous avez donné l'importance à l'événement par votre présence. Et ça, c'était très très fort. Bon, ben, la suite au prochain rendez-vous. En tout cas, d'ici là, effectivement, Brancusi vous est ouvert. Profitez, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de monde en ce moment. 5000 visiteurs jour. Donc là, les conditions sont quand même idéales. Donc c'est une bonne manière de, quelque part, finir notre événement. Encore un grand merci à tous et à très vite.